Je veux dire, la bonne chose est que vous avez récupéré votre ordinateur portable, ce qui est excellent. C'est en fait assez inhabituel. Mon mari et moi ne pensions pas que je le récupérerais et j'avais déjà commandé un nouveau qui devrait arriver aujourd'hui. Donc, c'est une agréable surprise que j'ai récupéré mon ordinateur portable. Bien pour la compagnie aérienne, c'est tout ce que je dirais. La dernière nouvelle est bien sûr la grande chose. Biden s'est retiré de la course. Tout d'abord, c'est un peu bizarre, parce qu'il n'est pas sorti. C'est une annonce importante, non? Il n'est pas sorti, il a juste mis une lettre sur X puis a suivi avec un autre post sur X. Il a soutenu Kamala Harris. Pensez-vous qu'il se passe quelque chose? Votre collègue Alex Cristobal disait qu'il y a un coup d'État, que quelqu'un a pris la décision pour lui. Pensez-vous que c'est ce qui se passe? Qu'il a insisté sur le fait qu'il ne se retirait pas, mais que quelqu'un lui a dit qu'il devait revenir à la raison? Est-ce une possibilité? C'est une possibilité très réelle. En fait, il me semble qu'il a été confronté à un fait accompli, qu'il ne voulait pas démissionner. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Il ne voulait vraiment pas démissionner. Il était très réticent à le faire jusqu'au tout dernier moment. Quelqu'un a dit « ça suffit ». Ils ont clairement indiqué qu'ils voulaient qu'il démissionne dimanche. Quelques heures auparavant, il y avait des rapports selon lesquels il voulait s'accrocher. Ils ont donc anticipé sa décision en publiant une déclaration avec ce qui ressemble à une copie de sa signature, plutôt que la signature elle-même sur une feuille de papier vierge dactylographiée. Sur X, cela n'utilise pas de papier à en-tête de la Maison-Blanche ou de la campagne de Biden. Le tout semble extrêmement étrange. Langage très étrange, disant qu'il a décidé de se retirer pour le bien du parti et du pays. Cela ne donne aucune raison réelle pour laquelle il se retire. Il ne dit pas qu'il se retire pour des raisons de santé, ou ne fournit aucune explication. On nous promet une adresse au peuple américain dans quelques jours. Il n'y a aucun signe de cela jusqu'à présent. En fait, Biden a été presque invisible au cours des dernières heures. Le tout a un aspect très inquiétant, étrange et bizarre. C'est un peu comme la chute de Khrouchtchev en 1964 dans l'ancienne Union soviétique. Soudainement, le leader que tout le monde soutenait était simplement parti, et il y avait cette annonce qu'il était parti. Le parti a applaudi avec enthousiasme son successeur, qui était Léonid Brejnev. Aucune explication réelle n'a été offerte au peuple soviétique quant à la raison de cet événement. C'est un peu pareil avec cette annonce de Biden. Tout cela est très étrange, mystérieux et inexpliqué. Cela n'a pas beaucoup de sens, du moins pas de la manière dont cela a été fait. Pour ajouter au mystère, 27 minutes après la première déclaration, une autre déclaration a été publiée disant qu'il soutenait Kamala Harris. Le fait que les deux déclarations aient dû être publiées l'une après l'autre suggère qu'il y avait beaucoup de discussions et de négociations entre les comploteurs. Cela se fait d'une manière très étrange et bizarre. Et comme vous l'avez justement dit, étant donné l'immensité de cette annonce, le fait que le président des États-Unis, qui était sur le point d'être renommé par son parti pour l'élection de novembre, se retire de cette élection, au minimum, cela nécessitait une déclaration à la télévision nationale par le président lui-même, une allocution présidentielle au peuple américain. C'est ce qu'a fait Lyndon Johnson lorsqu'il s'est retiré de l'élection présidentielle en mars 1968. Mais apparemment, ce n'est pas ce que le peuple américain va obtenir cette fois-ci. Apparently, that's not what the American people are going to get this time. It's very interesting. C'est très intéressant. D'une part, il y a beaucoup de confusion. Quand j'ai atterri aux États-Unis jeudi dernier, j'ai vu quelqu'un dire
qu'il allait faire une annonce ce week-end qu'il allait se retirer, c'était partout, les médias traditionnels en parlaient. Mais ensuite, peut-être vendredi soir, j'ai vu quelqu'un dire non, 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 il va rester, les Clinton le soutiennent, etc. Donc, il semblait qu'il n'allait probablement pas se retirer. Puis, tout le samedi a été calme. Dimanche après-midi, l'annonce est arrivée, mais ce n'était pas une annonce officielle. Il doit donc y avoir une sorte de lutte interne au sein du Parti démocrate. Est-ce aussi ce qui se reflète ici? Well, absolutely. That's exactly what's happened. I mean, he didn't want to go. Absolument. C'est exactement ce qui s'est passé. Il ne voulait pas partir. Vendredi, il y a eu une tentative de le pousser publiquement à accepter qu'il ne pourrait pas rester président. Il n'achetait clairement pas cela et y résistait. Donc nous avons eu des annonces vendredi qu'il était sur le point de partir et qu'il ferait l'annonce dimanche. Puis quelques heures plus tard, il revient et dit que tout cela est faux et qu'il a bien l'intention de continuer. Bien sûr, dès qu'il dit cela, quelques heures plus tard, nous avons ces annonces extraordinaires. Une déclaration est apparue sur X, soi-disant avec sa signature, qui ne ressemble pas à sa signature, sur du papier vierge. Avec une déclaration de suivi quelques heures et 27 minutes plus tard, on dirait que quelqu'un est allé à la Maison-Blanche, a frappé sur la table et a forcé ses messages à sortir. Il ne voulait clairement pas que cela se produise, mais cela a été très contrôlé et soigneusement exécuté. Il y a tous ces signes de dissension, de colère, de disputes et de luttes intestines. Si nous parlions de n'importe quel autre pays comme la Russie, nous serions pleins de spéculations. Les gens spéculeraient partout et tout le temps. Mais bien sûr, parce qu'il s'agit des États-Unis, les médias grand public et la classe politique ne veulent pas que nous débattions des choses de cette manière. Oui, il y a tellement de signes étranges, mais il n'y a pas d'explication, n'est-ce pas? Et quand vous parlez de 1968, je trouve aussi très difficile de ne pas établir de parallèle. En 1968, c'était aussi un président sortant qui s'est retiré de la course. Il y avait aussi une guerre qui durait alors, la guerre du Vietnam. Maintenant, c'est la guerre en Ukraine. Et il y a eu un assassinat. RFK a été assassiné en 1968. Ici, nous avons Donald Trump qui a survécu à une tente d'assassinat. Et même la convention du Parti démocrate va se tenir à Chicago. 1968 était aussi à Chicago. Il y a beaucoup de parallèles là. Maintenant, si nous traçons ce parallèle, à la fin, ce qui s'est passé en 1968, c'est que Humphrey a obtenu la nomination. Il était le candidat pro-guerre. À cette époque, la guerre était la question qui divisait, n'est-ce pas? En fin de compte, lui, le candidat pro-guerre, et aussi le vice-président, a obtenu la nomination. Mais il a perdu face à Richard Nixon par une large marge, n'est-ce pas? Alors, est-ce une indication de ce qui va se passer avec Kamala Harris? C'est très probable. Et je pense d'ailleurs que vous avez tout à fait raison. L'événement unique qui a causé toute cette crise est le fait que les États-Unis perdent leur guerre par procuration en Ukraine. Si les États-Unis avaient atteint leurs objectifs en Ukraine, l'armée russe aurait été vaincue, l'économie russe se serait effondrée et le président Poutine aurait été contraint de démissionner. Nous serions dans une position complètement différente aujourd'hui. Si Biden était effectivement évincé de la présidence, il partirait en apothéose. Tout le monde parlerait de lui comme du grand président. Il est plus probable qu'improbable qu'il serait toujours en train de se diriger vers sa réélection en novembre, malgré tous ses problèmes physiques et mentaux évidents. Le facteur le plus important de tous est le fait que les États-Unis sont en train de perdre cette guerre, tout comme ils l'étaient au Vietnam. Je soupçonne que l'une des raisons pour lesquelles Biden est poussé dehors de cette manière
et que de plus en plus de personnes aux États-Unis, y compris son prédécesseur Barack Obama, comprennent que la guerre doit être terminée d'une manière ou d'une autre, et terminée bientôt. Joe Biden faisait obstacle à cela. Je pense que c'est vraiment comme ça que ça se passe maintenant. Ce que Kamala Harris propose de faire à propos de la situation, je n'en ai absolument aucune idée. Si elle se présente à l'élection comme la candidate de la guerre, la personne qui veut maintenir la guerre en Ukraine, alors sans aucun doute, nous regarderons le président Trump en novembre. Il se pourrait qu'elle essaye de se distancer de Joe Biden concernant la guerre. Mais nous devrons juste attendre et voir. Eh bien, une chose que Kamala Harris a faite, ce qui est un peu surprenant pour moi, c'est que Netanyahou vient en visite. Il va prononcer un discours devant une session conjointe du Congrès. Maintenant, apparemment, Kamala Harris ne sera pas là ou ne présidera pas cette session. Je pense que la raison est qu'elle ne veut pas être vue en train d'applaudir Netanyahou. Alors, est-ce un peu un changement? Au moins en ce qui concerne Gaza. Gaza est très impopulaire, en particulier parmi les jeunes électeurs. Et ils ont vraiment besoin de ces jeunes électeurs. Ce qu'il calcule ici, absolument, c'est exactement de cela qu'il s'agit. Elle veut mettre autant de distance que possible entre Biden et elle-même concernant la situation au Moyen-Orient. Elle sait parfaitement qu'elle ne peut pas gagner l'élection sans le soutien des jeunes. C'est indiscutable si vous regardez la répartition. Donc elle ne peut pas se permettre que des photos circulent de Netanyahou s'adressant au Congrès et Kamala Harris l'applaudissant. Ce serait un désastre politique pour elle. Donc on lui a clairement conseillé de rester à l'écart. Mais c'est une guerre, la guerre au Moyen-Orient. Il y a aussi la guerre en Ukraine, que l'Amérique est maintenant clairement en train de perdre. Chaque jour, si vous suivez de près les nouvelles, vous obtenez des rapports sur les avancées russes. Maintenant, de plus en plus de lieux sont capturés et de plus en plus de soldats ukrainiens sont vaincus. Il y a des rapports ce matin indiquant que 2 unités ukrainiennes, 2 bataillons, sont sur le point de se rendre. Il y a aussi ce problème de l'autre guerre qui doit être résolu. Comment elle va faire cela? Je n'en ai aucune idée. Comment elle va gérer la situation au Moyen-Orient? Je n'en ai aucune idée. Gardez à l'esprit qu'elle n'est pas elle-même la présidente. Le président reste Biden. Il voudra vraisemblablement continuer avec les politiques auxquelles il s'est engagé, qui incluent le soutien aux guerres à Gaza, au Moyen-Orient et en Ukraine. Elle pourrait très bien finir par être tenue responsable de guerres dont elle souhaite probablement se distancier. Que pensez-vous du point de vue de Trump? Pensez-vous que Trump préfère Biden comme adversaire ou Harris? C'est une très bonne question. Parce que je pense que pour Trump, Biden est l'entité connue, n'est-ce pas? Ils ont eu une longue lutte pendant de nombreuses années. Mais Harris est le point d'interrogation, n'est-ce pas? Oui, elle est une inconnue. Je dois dire quelque chose. Je pense qu'un Biden actif et engagé aurait été un candidat plus difficile à certains égards pour Trump, parce que Biden a plus de soutien au sein du Parti démocrate. Il a une histoire politique plus longue. On a le sentiment que plus de gens l'aiment que Kamala Harris. Il semble être une alternative plus substantielle et convaincante à Trump. Donc si nous excluons les facteurs de vieillesse et de santé, Biden aurait peut-être été l'adversaire le plus difficile. Biden arguably might have been the more difficult opponent. But of course, given that we have the problem of old age, infirmity... Mais bien sûr, étant donné les problèmes de vieillesse, d'infirmité et de mauvaise santé, je peux voir que Kamala Harris pourrait poser un ensemble de défis différents pour Trump
que Biden ne l'a fait. En particulier, Kamala Harris est capable de séduire les électrices. La question de l'avortement, spécifiquement Roe vs. Wade, sera presque certainement un facteur significatif, ce qui jouera fortement en sa faveur parmi les électrices. Elle est également susceptible d'être plus réussie que Biden pour consolider le soutien parmi les électeurs noirs. Donc, bien qu'il y ait des défis, pour être franc, à ce moment, ni Biden ni Kamala Harris ne semblent être un challenger pleinement convaincant pour affronter Trump. Look like fully convincing challenges to take on Trump. Je suis d'accord. Je pense aussi que les démocrates auraient dû faire les choses différemment. Même si je pense que le retrait de Biden est la bonne chose à faire, la manière dont ils l'ont fait ressemblait presque à un coup d'État. Il est tellement clair que les donateurs ont décidé qu'ils devaient partir. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas le fait que les donateurs soient le facteur décisif dans tout cela. Je suis complètement d'accord. Continuez. D'accord. Et je veux dire, la différence cette fois-ci est si claire que ce sont les donateurs qui, en fin de compte, ont été le facteur décisif. De plus, je pense que les démocrates auraient pu gérer cela différemment pour présenter une opportunité. En chinois, le mot pour crise a deux caractères. L'un signifie danger et l'autre signifie opportunité. Chaque fois qu'il y a un danger, il y a toujours une opportunité. Au lieu de pousser immédiatement pour Kamala Harris après le retrait de Biden, pourquoi tous les anciens du parti, les poids lourds du parti, ne s'en mêlent-ils pas? Qu'il y ait une véritable primaire ouverte lors de la convention. Encourager la jeune génération, que ce soit Gavin Newsom, Kamala Harris, Gretchen Whitmer, Pete Buttigieg ou d'autres, à se présenter à une primaire ouverte. Ayez un processus transparent avec des débats et des discussions. Parce que lorsqu'il y a une véritable compétition lors des primaires et que les gens peuvent voir que c'est juste et transparent, cela peut réellement les dynamiser. Les projecteurs seront braqués sur le Parti démocrate pendant presque un mois jusqu'à la prochaine convention. L'effervescence et l'excitation seront présentes. Au moment où le processus sera terminé, celui qui en émergera sera un meilleur candidat contre Donald Trump. Pourquoi ne peuvent-ils pas faire quelque chose comme ça? Au lieu de conclure des accords en coulisses, d'écouter les donateurs et de laisser les factions se battre pour le contrôle, pourquoi ne laissent-ils pas simplement les électeurs décider et avoir une véritable compétition au sein du parti? Parce que dans ce cas, vous auriez une démocratie au sein du Parti démocrate. Et le Parti démocrate n'est pas à propos de la démocratie. Le risque énorme, si vous empruntez cette voie particulière, est que vous obtiendrez un candidat qui est en fait radical, généralement de gauche, et qui pourrait vouloir changer les choses en Amérique de manière à ne pas plaire aux donateurs. Il pourrait également vouloir effectuer un véritable changement dans la direction de la politique étrangère américaine. En fin de compte, ce que nous voyons n'est même pas à propos de l'élection de novembre. Il s'agit davantage du contrôle du Parti démocrate. C'est vraiment de cela qu'il s'agit. Nous devons bien comprendre cela. Oui, au final, il s'agit toujours de contrôle, n'est-ce pas? C'est toujours une question de contrôle, n'est-ce pas? Oui, nous y arriverons à la question de J.D. Vance. Alors, Kamala Harris, parlons un peu plus d'elle. Pour moi, elle est une candidate horrible à bien des égards. D'une part, elle est très faible, même au sein du parti. Comme vous l'avez dit, elle n'a pas de soutien solide, même pas comparé à Biden. Mais si vous regardez son parcours, je pense que si elle devient la véritable candidate, les gens examineront de près son passé. Eh bien, entre autres choses, une chose qu'elle a faite a été de cacher des preuves pour ce type Kevin Cooper, je pense.
C'est un détenu dans le couloir de la mort. Elle a caché des preuves qui pourraient éventuellement prouver son innocence. Pour moi, quelqu'un comme ça est un grand nom. Cela signifie qu'elle ne se soucie pas du tout des vies humaines. Lorsque vous êtes dans le système judiciaire, vous devriez vous soucier de savoir si une personne dans le couloir de la mort pourrait être innocente. Si vous ne vous souciez pas de cela, alors de quoi vous souciez-vous? Alors, comment le Parti démocrate, ou quiconque l'a poussée, peut-il croire qu'elle pourrait être une bonne candidate? Eh bien, je pense que vous avez absolument raison. Je pense qu'elle est une candidate terrible. J'ai entendu exactement les mêmes choses à son sujet que vous. J'ai parlé à des personnes qui l'ont réellement affrontée dans le domaine juridique, et elles ont été profondément déçues par elle en tant que procureur général en Californie. Une ou deux ont même évoqué ce cas particulier que vous avez mentionné. Globalement, leur impression d'elle en tant que procureur général était qu'elle n'était ni particulièrement intelligente, ni efficace, ni compétente, ni même intéressée par ce qu'elle faisait. Elle est, je pense, une figure très typique de la classe politique américaine d'aujourd'hui. Elle a gravi les échelons sans effort, malgré le fait qu'elle ait très peu à montrer pour ce qu'elle a fait. Il n'y a pas de grand palmarès de succès. Vous ne pouvez pas venir et dire, eh bien, vous savez, c'était Kamala Harris. Elle n'a pas réussi à résoudre le problème écologique ici, ni à développer considérablement les entreprises dans cet endroit, ni à traiter avec succès les problèmes de criminalité à San Francisco. On ne peut pas dire qu'elle ait un bilan réussi en tant que tel. Mais elle a été inébranlablement loyale envers les personnes qui contrôlent le Parti démocrate. Elle est essentiellement une fonctionnaire loyale du parti et de sa machine. Elle est fiable et digne de confiance de cette manière. En conséquence, elle a gravi les échelons sans effort. Elle n'a pas remporté un seul vote aux primaires lors de la compétition de 2020. Elle a été démolie par Tulsi Gabbard lors d'un débat que j'ai regardé. Elle a été une vice-présidente lamentable, mais elle est quelqu'un en qui les personnes qui contrôlent le Parti démocrate ont confiance pour garder le parti sous leur contrôle. C'est pourquoi elle a été choisie comme vice-présidente et pourquoi elle va maintenant être la candidate. Oui, en parlant de cela, J.D. Vance. Quand j'ai vu pour la première fois qu'il était nommé, j'ai pensé que c'était une bonne nouvelle parce que cela pourrait être pire, non? Comparé à Nikki Haley ou Marco Rubio, je l'aime en fait mieux. Mais plus je lis à son sujet, plus je suis préoccupée. Si cela ne tenait qu'à moi, j'aimerais que Donald Trump choisisse Thomas Massie. Mais, bien sûr, Thomas Massie ne passerait jamais l'AIPAC. Il mènerait une grande campagne contre lui. Quoi qu'il en soit, j'ai entendu de J.D. Vance pour la première fois lorsque mon mari a lu son livre et l'a partagé avec moi. Je pensais qu'il avait du sens parce que son éducation, telle que décrite dans son livre, est assez intéressante. In a way, I thought he makes sense because his book, his upbringing is kind of interesting. He came from, I guess, a lot of the... Il venait d'une famille ouvrière blanche, dont beaucoup étaient pauvres. Sa mère avait des problèmes de drogue, entre autres. Dans son livre, il parle des Appalaches, qui est une région très intéressante. Elle est riche en ressources naturelles avec beaucoup d'activités minières. Cependant, beaucoup de gens y sont vraiment pauvres. C'est une région majoritairement ouvrière blanche. Ce sont les gens que Trump appelle souvent les oubliés. À Washington, on ne parle pas beaucoup des ouvriers blancs pauvres des Appalaches. En fait, j'ai un ami qui est chercheur en sol et en eau. Elle m'a dit une fois qu'elle postulait pour une subvention, peut-être de la National Science Foundation ou du Department of Agriculture. Elle était chercheuse
et cherchait des financements auprès de l'une de ces agences gouvernementales. Son projet consistait à tester l'eau et le sol dans la région des Appalaches en raison de l'exploitation minière et de la pollution là-bas. Lorsque sa proposition était en discussion, quelqu'un a dit « Oh, les Appalaches, ce n'est pas l'Amérique. » Littéralement disent-les. Je le montre qu'elle mauvais. Les montres albandes sont vraiment littéralement oubliées. It is a forgotten area. Okay, they truly are literally forgotten. But anyway, for that reason, I thought J.D. Vance is interesting. But the past few days, Quoi qu'il en soit, pour cette raison, j'ai trouvé J.D. Vance intéressant. Au cours des derniers jours, j'ai fait quelques lectures et j'ai remarqué à quel point son ascension était significative, surtout en relation avec Peter Thiel, un milliardaire de la tech. Thiel a fait beaucoup de choses pour J.D. Vance et l'a en grande partie façonné tel qu'il est aujourd'hui. Une chose notable est que Thiel a fait don de 15 millions de dollars à la campagne sénatoriale de Vance en 2022. Ma question est la suivante. Si Peter Thiel veut que la guerre en Ukraine continue parce qu'il est un contractant du Pentagone, quelles sont les chances que J.D. Vance dise non? Eh bien, je ne sais pas. Mais je pense que vous soulevez un point absolument valable parce que l'image claire qui émerge des États-Unis est que ce n'est plus une démocratie, c'est une oligarchie. Les gens peuvent acheter et fabriquer des candidats avec de l'argent, et c'est l'argent qui prend les décisions. C'est l'argent qui a essentiellement fait tomber Biden, et c'est l'argent qui a élevé J.D. Vance. L'argent a également fait monter Donald Trump lui-même. Le fait qu'il soit un homme si riche est l'une des raisons principales pour lesquelles il est une figure politique importante aux États-Unis. Trump ne serait pas une figure politique aux États-Unis s'il n'avait pas hérité de cette grande fortune de son père et d'une entreprise qui l'accompagnait. Mais vous avez tout à fait raison. C'est une oligarchie de la richesse. Les États-Unis sont devenus presque entièrement cela. Beaucoup de gens parlent de la connexion de J.D. Vance avec Peter Thiel et de l'influence que Thiel a presque certainement sur lui. Bien sûr, nous ne pouvons pas savoir quelles opinions J.D. Vance détient indépendamment et lesquelles ont été influencées par Peter Thiel. Je pense que les gens font trop de l'histoire de la vie de J.D. Vance. Il l'a promu dans son livre. Mais la réalité est qu'il fait partie de l'élite américaine depuis assez longtemps maintenant. Il est allé à la faculté de droit de Yale, a été soutenu par Peter Thiel et est membre du Sénat américain. Il a peut-être commencé pauvre, mais depuis un bon moment maintenant, il est pleinement assimilé à la caste politique américaine. Oui, exactement. Tout comme l'ascension de J.D. Vance, l'ascension de Kamala Harris et la chute de Joe Biden, tout en grande partie décidé par les donateurs. Tout est contrôlé. Absolument. Comme vous l'avez dit correctement, sans Peter Thiel, J.D. Vance ne serait pas entré au Sénat. S'il n'était pas entré au Sénat, il ne serait pas maintenant vice-président. Vous pouvez voir encore une fois la manière dont il a été propulsé vers le haut. Il n'a pas gravi les échelons de la manière dont les gens le faisaient autrefois en politique aux États-Unis. Par exemple, Abraham Lincoln est devenu actif en politique locale, s'est fait un nom, a gagné le soutien de la Chambre des représentants locale, a développé une organisation de parti, a noué des amitiés, a remporté des élections, a été élu à des postes locaux, puis a utilisé cela pour se propulser en politique nationale. C'était ainsi que la politique américaine se déroulait autrefois. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que vous avez des personnes qui sont élevées soit par des machines de parti, soit par des donateurs. Elles montent en flèche et se retrouvent dans des positions de pouvoir énormes, sans beaucoup de réalisation derrière elles.
Nous avons parlé du fait que Kamala Harris n'a pas de véritable histoire. Pour quelqu'un qui a presque 60 ans, elle a une histoire remarquablement mince. Elle a gravi les échelons sans réalisation significative. On pourrait dire exactement la même chose de J.D. Vance. Il n'a rien de substantiel à montrer, ce qui nous amènerait à penser qu'il est le genre de personne qui, dans 4 ans, si Trump est élu, ferait un candidat convaincant pour la présidence des États-Unis. Kamala Harris, en particulier, a reçu la tâche de s'occuper de la question de la frontière, n'est-ce pas? Elle n'a absolument rien fait là-bas. Elle n'a même pas visité, ce qui est incroyable pour moi. Pourquoi n'a-t-elle pas au moins fait un peu de mise en scène, prétendant qu'elle s'en soucie? Elle aurait pu y aller, parler à quelques employés de la frontière, juste pour montrer qu'elle s'en soucie. Elle n'était pas du tout intéressée. C'est ce qui me fascine. Oui, vous avez tout à fait raison. Le contraste avec la Chine est très intéressant. En Chine, pour réussir, si vous êtes par exemple le secrétaire du parti dans une région particulière, vous devez montrer que vous avez réussi dans cette région. Vous devez démontrer que vous avez bien fait à Guangdong, Shanghai, Sichuan ou ailleurs. Il doit y avoir une histoire derrière vous. Cela ne semble pas fonctionner de cette manière aux États-Unis. Ici, les figures politiques peuvent monter sans avoir rien à montrer. Mais ils ne veulent pas de responsabilité. Ils ne veulent pas qu'on leur confie des tâches complexes et difficiles parce que d'abord, ça ne les intéresse pas. Ensuite, ils n'aiment pas faire ce genre de choses. Ils n'aiment pas rester assis à un bureau, travailler 15 heures par jour, avoir des réunions, parler à divers responsables, élaborer une politique, la mettre en œuvre et rassembler toutes les données. Ils évitent le travail de gestion et d'administration difficile qu'un leader politique qui veut vraiment faire une différence doit accomplir. Non, ce qu'ils veulent à la place, c'est écrire un livre que tout le monde lit, proposer de belles idées, passer à la télévision et développer leurs slogans. C'est ce qu'ils préfèrent faire en Amérique aujourd'hui. Et c'est pourquoi rien ne fonctionne plus en Amérique. Rien de ce que les Américains essayent de faire n'a de compétences administratives derrière. Si vous voulez comprendre pourquoi les États-Unis sont passés de leur prééminence manufacturière à la situation actuelle, comparez-les à la Chine. Cela l'explique. Oui, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'en Chine, le puffer... Le parti commence par s'implanter dans un village très local, une petite ville ou une petite cité. Il faut avoir quelque chose à montrer avant d'être promu ou remarqué. On progresse étape par étape. C'est ainsi que Xi Jinping a commencé. Il a débuté dans un village et à ce jour, il se soucie profondément de la campagne, des agriculteurs et de la pauvreté dans ces régions. Il connaît et a vécu cela de première main. On ne peut pas simplement écrire des livres, faire des spectacles, des événements, puis des débats comme ça. Faire un petit coup. Exactement. Oui, d'accord. Alors la potentielle présidence de Trump, qu'en pensez-vous? Tout d'abord, y a-t-il de la panique en Europe maintenant? Il y a une énorme panique en Europe. Je veux dire, ils sont absolument horrifiés par ce qui se passe. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne s'attendaient pas à cette crise avec Biden. Ils s'étaient trop engagés à travailler avec Biden. Ils espéraient et s'attendaient à ce que les affaires judiciaires éliminent Trump de la scène. Mais maintenant, ils constatent qu'il y a au moins une possibilité qu'il revienne. Ils n'aimaient pas Trump quand ils travaillaient avec lui. Ils sont encore plus inquiets de certaines des choses qu'il dit maintenant. Le gouvernement allemand, qui est le gouvernement le plus important,
a en fait mis en place un comité de crise pour essayer de réfléchir à ce qu'il faut faire en cas d'élection de Trump, ce qui est étonnant. D'accord. Mais voici le problème. Trump a dit plusieurs fois qu'il pouvait terminer la guerre en 24 heures. Cependant, je pense que la Russie a en fait dit que ce n'était pas si simple. De plus, j'ai aussi vu qu'il y a une possibilité que Trump nomme Eric Prince comme secrétaire à la Défense et Jamie Dimon comme secrétaire au Trésor. Viktor Orban a eu des conversations avec lui, donc on dirait qu'ils essayent sérieusement de parvenir à une conclusion. Mais à quel point est-il réaliste qu'on puisse tout terminer très rapidement? Il ne peut pas le terminer très rapidement. C'est le problème avec ces guerres que l'Amérique commence. Elle commence généralement en fanfare et tout le monde est extrêmement confiant, excessivement confiant. Il y a quelques victoires brèves et éphémères au début, mais ensuite tout commence à mal tourner. Ils finissent par comprendre qu'ils doivent s'en sortir, mais ils ne trouvent pas vraiment de moyen de le faire. Vous avez vu cela avec le Vietnam, l'Irak, l'Afghanistan et maintenant avec l'Ukraine. Ils n'ont pas vraiment de plan. They don't really have a plan. Trump doesn't have a plan to get out of Ukraine. He doesn't want. Trump n'a pas de plan pour sortir de l'Ukraine. Il ne veut évidemment pas avoir une défaite géopolitique américaine en Ukraine, mais il ne sait pas vraiment comment il peut parvenir à un accord avec les Russes qu'il pourrait vendre aux États-Unis. Les gens aux États-Unis ne le verraient pas comme une défaite géopolitique pour le pays. Donc il n'a pas vraiment de plan. Je ne pense pas qu'aucun leader politique américain ait un plan. Négocier de bonne foi avec les Russes, examiner la situation générale de la sécurité en Europe et reconsidérer les réalités de l'OTAN sont toutes des étapes nécessaires. Cependant, pour les Américains, cela reste politiquement impossible. Les Russes ont clairement indiqué que sans ce genre de mouvement, ils n'accepteraient pas la paix en Ukraine. Pour eux, ce ne serait pas vraiment la paix. Ce serait un autre cessez-le-feu avant la prochaine guerre. Oui, cela ne résout pas vraiment le problème. En fin de compte, la racine du problème est qu'il n'y a pas de moyen clair de le résoudre, n'est-ce pas? C'est là que réside le problème. Je pense que le ministre des Affaires étrangères ukrainien est en visite à Pékin en ce moment. Alex Christoforou, dans son émission, a dit que s'il était Zelensky aujourd'hui, il contacterait Pékin, puis il a ajouté que les Ukrainiens n'allaient pas l'écouter. Peut-être l'ont-ils fait. Je ne sais pas, parce que le ministre des Affaires étrangères est en visite à Pékin. Quel est, selon vous, le but de sa visite? C'est une très bonne question. Je pense que le gouvernement Zelensky comprend que Donald Trump est susceptible d'être le prochain président des États-Unis. Cependant, ils font également face à une situation militaire désastreuse. Je ne pense pas que les gens en Occident comprennent à quel point la situation militaire en Ukraine est devenue mauvaise. Nous avons vu une détérioration constante de la position de l'Ukraine depuis l'échec de son offensive l'été dernier. Ensuite, il y a eu la chute d'Avdiivka en février. Depuis, les choses sont allées de mal en pis et la situation se détériore de plus en plus rapidement. Donc, je pense que les Ukrainiens comprennent probablement maintenant qu'il n'y aura pas de délivrance de la part des Européens et des États-Unis. Ils doivent essayer de trouver une sorte de solution politique. Et le seul gouvernement qui peut les aider est le gouvernement chinois. C'est pourquoi ils ont envoyé leurs représentants à Pékin. Mais vous savez, cela ne va pas être facile maintenant, parce que les Chinois voudraient probablement aider l'Ukraine à se sauver. Cependant, ils sont susceptibles de suggérer des idées aux Ukrainiens qui pourraient être très difficiles à accepter pour eux. Néanmoins,
C'est un signe positif que Zelensky ait envoyé son ministre des Affaires étrangères à Pékin. C'est aussi positif qu'il parle maintenant de négociations. Même les Russes l'ont reconnu. Oui, c'était pas il y a si longtemps que Li Hui était là, n'est-ce pas? Je veux dire, la Chine a essayé, je trouve, et il y a tellement d'opportunités dont ils auraient pu profiter, mais ils insistent toujours sur quelque chose qui rend impossible d'avancer. Les Ukrainiens ont manqué de nombreuses opportunités. Et même maintenant, vous dites qu'ils ont toujours cette attitude, n'est-ce pas? C'est très difficile à changer. Eh bien, ils ont été très impolis envers Li Hui. Si je me souviens bien, il y a quelques semaines, ils ont été très impolis envers Xi Jinping et la Chine. Surtout en ce qui concerne le fait que la Chine a refusé d'assister à la conférence de paix en Suisse. Nous en avons parlé à ce moment-là et avons convenu que c'était une chose extraordinairement stupide pour l'Ukraine de faire. Heureusement pour les Ukrainiens, je ne pense pas que le gouvernement chinois s'inquiète particulièrement de ce genre de choses. Je n'ai pas l'impression que Xi Jinping soit un homme qui garde rancune. Mais le problème fondamental est le suivant. Les Ukrainiens vont-ils vraiment à Pékin dans l'intention de commencer des négociations authentiques et sincères avec les Russes? Ou vont-ils à Pékin parce qu'ils veulent réaliser une sorte de coup? Pensent-ils qu'ils peuvent amadouer les Chinois en leur faisant croire qu'ils sont prêts à négocier avec les Russes? Pousser les Chinois à faire pression sur les Russes pour qu'ils arrêtent? Puis lorsque les Russes arrêtent, simplement revenir à ce qu'ils faisaient avant le début de la guerre? Parce que si c'est cela, alors cela ne va pas fonctionner. Les Chinois ne vont pas être trompés de cette manière. Et bien sûr, les Russes non plus. Oui, nous verrons. Il devrait être là ou en route. En ce qui concerne les relations entre les États-Unis et la Chine, les gens en Chine essaient de comprendre qui est Kamala Harris et de saisir les événements récents. Kamala Harris n'est pas nouvelle, mais elle occupe maintenant une position sérieuse. Si la Chine devait choisir entre Biden et Trump, je pense que tant le public que le gouvernement préféreraient Trump parce qu'il est plus direct. Cependant, ils n'ont aucune illusion que traiter avec Trump sera facile. Un problème est le commerce. Trump a déjà dit qu'il allait imposer un tarif de 60% sur toute la ligne. Jusqu'à présent, il y a une exemption pour les commerçants sur les articles d'une valeur inférieure à $800 de tous les tarifs. Merchants under the value of 800 that you're exempt from all tariffs or something. He want to take that away even. Il prévoit de supprimer cela aussi. Donc, il se prépare à quelque chose comme ça. Non seulement cela, mais le programme du Parti républicain a pris une position très dure contre la Chine. J.D. Vance lui-même est assez belliciste envers la Chine. Il y a aussi le projet 2025 que Trump a dissous, mais qui est originaire de la Heritage Foundation. Donc c'est très influent. Tant le programme que le projet 2025 discutent des stratégies pour contrer la Chine. Trump a parlé de la possibilité d'interdire les investissements de la Chine vers les États-Unis et des États-Unis vers la Chine. Pensez-vous qu'il y aura une guerre économique totale pendant une présidence Trump? Je pense que ce ne sera pas une guerre économique totale, parce qu'en fin de compte, Donald Trump ne veut pas voir l'économie américaine s'effondrer complètement. Il aura autour de lui des personnes intelligentes qui lui diront très clairement que les États-Unis ne sont pas en mesure de mener une guerre économique totale contre la Chine. Même les tarifs dont il parle suggèrent qu'il veut voir un passage aux tarifs. Il a cette idée que si l'Amérique revient aux politiques économiques des années 1890, elle en bénéficiera. Il a donné une interview vraiment bizarre à Bloomberg, où il a parlé des politiques économiques de William McKinley, qui était le président des États-Unis dans les années 1890,
comme des politiques à suivre. Les politiques de McKinley consistaient à créer des barrières tarifaires élevées pour la protection. Trump croit que cela générera une énorme quantité de revenus provenant des tarifs et en même temps permettra aux industries nationales de croître, de se développer et d'évoluer derrière ce mur tarifaire. Eh bien, je pense qu'il a une vision de l'économie complètement dépassée et obsolète. Il y aura des gens qui essaieront de lui faire remarquer. En pratique, si Donald Trump devient président, il voudra probablement commencer à adopter des politiques plus protectionnistes pour les États-Unis. Cependant, je pense qu'il le fera de manière beaucoup plus graduelle qu'il ne le suggère actuellement. L'interview de Bloomberg était extrêmement intéressante parce que, dans la mesure où Trump est capable de l'être, et je veux dire capable d'un point de vue tempérament, il a fait des efforts pour être conciliant envers la Chine. C'est un fait dont je ne sais pas si les gens en Chine sont conscients. Il a essentiellement dit que Taïwan n'est pas notre affaire. Taïwan est proche de la Chine. Nous ne pouvons pas aller en guerre pour défendre Taïwan. Cela n'a absolument aucun sens pour nous. Ils peuvent régler leurs propres problèmes. Ce n'est pas à nous de nous impliquer. Il a dit « J'avais une bonne relation avec Xi Jinping jusqu'à la pandémie. » Il semblait suggérer qu'il pourrait retrouver une bonne relation avec Xi Jinping. Encore une fois, il n'était clairement pas intéressé par les questions de droits de l'homme que Tony Blinken et d'autres soulèvent constamment. Il a même dit quelque part que « Regardez, j'ai ce problème avec la Chine sur l'économie. Je pense qu'ils ont profité de nous au cours des 30 dernières années. Vous pouvez contester cela. » Mais il a fait des efforts pour dire qu'il n'a aucun sentiment réel d'hostilité envers la Chine. À sa manière confuse, incohérente et décousue, parce que c'est Donald Trump, il a essayé d'être conciliant envers la Chine. Je pense qu'au fond de lui, il comprend qu'il ne peut pas laisser cette relation avec la Chine devenir incontrôlable. Le problème est de savoir si Trump sera réellement plus en contrôle du gouvernement des États-Unis s'il est élu qu'il ne l'était lors de son premier mandat ou que Joe Biden ne l'est actuellement. Je suis loin d'être convaincu qu'il le sera. Il y a bien sûr d'autres personnes aux États-Unis qui sont beaucoup plus agressivement intransigeantes contre la Chine que Donald Trump lui-même, comme le suggère cette interview avec Bloomberg. Oui, il a également dit que Taïwan devait payer pour que les États-Unis les protègent, ce qui a causé une légère panique à Taïwan. Dans son discours de convention, il a mentionné que Xi Jinping lui avait envoyé une gentille note après sa tentative d'assassinat. Comme vous l'avez dit, il est incohérent, donc de temps en temps il dira quelque chose de surprenant, mais il le fait constamment. Il fait cela tout le temps. Il a également qualifié le COVID, le coronavirus, de virus chinois à nouveau. Il dit une chose puis dit quelque chose de complètement différent. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'il adopte une ligne cohérente. Mais à un certain niveau, il semble comprendre qu'une rupture absolue avec la Chine n'a aucun sens. Quand il est à son meilleur, ce qui n'est pas toujours et pas souvent, il comprend qu'il doit négocier ses problèmes avec la Chine plutôt que de les affronter. C'est certainement mieux que ce que nous avons vu avec Biden. Mais si j'étais le gouvernement chinois, je ne ferais pas confiance à Trump pour tenir ses belles promesses. Oui, il a été impliqué dans la détention de Meng Wanzhou, la directrice financière de Huawei, ce qui a été un problème important pour beaucoup de gens. Il me semble que John Bolton était derrière toute l'affaire et a informé Trump presque à la dernière minute. Même si Trump n'était peut-être pas d'accord, il ne voulait probablement pas se disputer avec John Bolton sur cette question. Donc, la question reste,
Est-il vraiment aux commandes? Ou même Biden d'ailleurs. Nous verrons quand Biden apparaîtra. Bien qu'il pourrait ne même pas apparaître. Il pourrait être totalement pris en charge par quelqu'un comme Blinken ou Sullivan. Et une autre chose que j'ai remarqué, c'est cette guerre commerciale. Parfois, il semble que les États-Unis soient dans une position où ils ne peuvent pas perdre. Prenons la guerre des puces, par exemple. On parle beaucoup de la pression exercée par les États-Unis sur ASML et les fabricants japonais d'équipements pour puces. Les deux entreprises en souffrent, car cela limite leur capacité à traiter avec la Chine. Pendant ce temps, je trouve intéressant que deux entreprises américaines de puces, Applied Materials et Kaela Corporation, aient en fait augmenté leurs revenus en provenance de Chine. Applied Materials, jusqu'en avril de cette année, tirait 43% de ses revenus de la Chine. Kaela a vu une augmentation de 20% de ses ventes totales en provenance de Chine cette année. Il me semble que la guerre commerciale pour les États-Unis nuit soit à la Chine, soit à des pays comme le Japon et les Pays-Bas. D'une manière ou d'une autre, les États-Unis en bénéficient. Si la Chine peut y résister, quelqu'un en profitera, et ce seront les entreprises américaines. Parfois, je me demande si la guerre est vraiment contre la Chine ou si les États-Unis en profitent autant qu'ils le peuvent, parfois au détriment de leurs alliés. Je pense que vous avez tout à fait raison à ce sujet. Nous devons faire attention à ne pas attribuer trop de cohérence aux politiques économiques, commerciales et étrangères américaines. Beaucoup de ces actions se produisent plus par hasard que par intention. Cependant, lorsque l'Amérique lance des guerres économiques, elle prend toujours grand soin de s'isoler des répercussions, et ce sont ses alliés qui en paient le prix. Les Européens l'ont découvert avec la guerre économique contre la Russie. Si les États-Unis essayent de mener une guerre économique contre la Chine, ce qui serait insensé, elle serait certainement beaucoup plus efficace que la guerre économique contre la Russie, parce que la relation avec la Chine est tellement importante. Mais d'autres pays alliés des Américains paieraient un prix beaucoup plus élevé dans l'ensemble. Oui, c'est multiple. Comme vous l'avez dit, les Européens. Mais pourquoi ces pays continuent-ils à faire ces choses? Ils doivent le savoir, non? Les Européens, le Japon et la Corée, tous ces pays doivent savoir qu'ils en payent le prix. Je veux dire, je vois que les entreprises américaines en ont bénéficié. Intel est un autre exemple. Ne voit-il pas cela? Ils ne protestent tout simplement pas. Quoi que les États-Unis leur fassent, ils l'acceptent simplement de tout cœur, à leurs propres frais. C'est étonnant. C'est l'un des faits les plus extraordinaires des événements des 15 dernières années. J'ai vu cela se dérouler en Europe. Il semble incroyable que le Japon, la Corée et Taïwan continuent d'accepter cela. Supposons que toute cette situation avec les puces se déroule exactement comme prévu. Les États-Unis insistent pour développer leur propre industrie des puces. Taïwan paie un lourd tribut parce qu'il s'est positionné comme le producteur de puces haut de gamme. En raison des politiques américaines, il ne peut pas les vendre aux États-Unis ou à la Chine. Pendant ce temps, la Chine est occupée à développer ses propres puces haut de gamme et à montrer qu'elle pouvait bien les fabriquer. Elle en produira de plus en plus. Taïwan est dans une position difficile. Les États-Unis pourraient finir par s'en sortir mieux. Il est discutable de savoir quel serait le résultat, en fait. Mais Taïwan est sans aucun doute dans une position difficile. Et pourtant, ils vont de l'avant avec cela. Ils se mettent en première ligne et risquent une rupture complète avec le continent, ce qui n'est guère dans leur intérêt. Le Japon, il y a encore quelques années, investissait massivement en Chine et y réussissait très bien.
J'ai un cuiseur à riz chez moi fabriqué par une entreprise japonaise. Mais si vous regardez en dessous, il est en fait fabriqué en Chine, donc il s'en sortait très bien. Mais bien sûr, cette relation a été perturbée. Est-ce que quelqu'un au Japon croit vraiment qu'il y a une menace pour le Japon de la part de la Chine? Je ne peux pas le croire. La Corée du Sud aussi. Leurs relations avec la Corée du Nord vont de mal en pis. Ils cherchaient à développer une relation étroite avec la Russie. Tout cela s'est effondré. Ils ont besoin d'être en bon terme avec la Chine, mais cela est devenu plus difficile. Pourtant, ils suivent tout loyalement les États-Unis, même lorsqu'on leur demande de faire des choses contre-productives pour leur pays et leur société. La seule explication est que nous regardons un système colonial. Les gouvernements et les classes politiques de ces pays ont développé une mentalité colonialiste. Ils voient leur avenir et leurs perspectives personnelles plus liées à la métropole impériale, qui est les États-Unis, qu'au pays qu'ils administrent en son nom. C'est la seule façon de l'expliquer. Il n'y en a vraiment pas d'autre. Oui, je veux dire, c'est incroyable, non? C'est tellement évident pour des gens comme nous, mais il semble que ce soit incapable d'être un pays indépendant. Je suppose que c'est encore très difficile, même pour les puissances européennes et pour le Japon et la Corée. Une indépendance totale semble très difficile. C'est toujours très ironique pour moi, comme Taïwan insistant pour vouloir être indépendant. En réalité, ce qu'ils font est tout sauf être indépendant. S'ils étaient vraiment indépendants, ils devraient toujours penser à ce qui est dans le meilleur intérêt de Taïwan et de son peuple. Mais ils ne peuvent même pas prendre de décision. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, il y a eu une crise des œufs. Pour une raison quelconque, il y avait une pénurie d'œufs. La Chine, le continent, est juste là, avec plein d'œufs. Mais ils ont refusé d'acheter du continent. Au lieu de cela, ils ont acheté des œufs du Brésil, qui est si loin. Pourquoi? Ils voulaient simplement montrer qu'ils sont indépendants de la Chine. En conséquence, ils ont payé un prix très élevé pour quelque chose comme des œufs, et ils n'étaient pas très frais au moment où ils sont arrivés à Taïwan. C'est tout simplement ridicule. Mais pour eux, cela signifie, d'une manière ou d'une autre, être indépendant. Somehow that is for them is being independent, Well, if the Taiwanese authorities, Eh bien, si les autorités taïwanaises à Taipei avaient vraiment à cœur les intérêts de leur peuple et recherchaient véritablement la souveraineté et l'indépendance, elles poursuivraient cela dans le cadre de la souveraineté et de l'indépendance de la Chine, une grande puissance dont elles pourraient alors faire partie. Vous savez, il y a une histoire célèbre, je suis sûr qu'en tant que Chinois, vous la connaissez. Cela s'est passé au début de la dynastie Song. Il y avait une région où le dirigeant a dit « Je veux demander à l'empereur si je peux rester en dehors de la Chine. » L'empereur a répondu « Quel crime votre peuple a-t-il commis pour ne pas faire partie de la Chine ?» Et je pense que c'est la même question que vous devriez poser au sujet du peuple de Taïwan. La Chine est un pays immense, en pleine ascension et de plus en plus prospère. Il est tout à fait logique sur le plan économique que Taïwan soit aussi intégré que possible à la Chine. Si les autorités taïwanaises veulent vraiment le meilleur pour leur peuple, elles devraient viser à avoir leur mot à dire dans les décisions prises par le gouvernement chinois. Elles devraient vouloir faire partie de la Chine pour pouvoir avoir un véritable mot à dire à Pékin. Pour moi, c'est évident et logique. Mais bien sûr, ils n'acceptent pas cela. Et le résultat est qu'ils ont subordonné les intérêts du peuple de Taïwan à un pays complètement différent, qui est les États-Unis. Les États-Unis n'ont aucun sens profond d'obligation envers eux.
Alors que la Chine considère Taïwan comme une partie d'elle-même, les États-Unis voient Taïwan essentiellement comme une pièce sur l'échiquier. Comme l'a dit Douglas MacArthur, c'est le porte-avions insubmersible par lequel les États-Unis dominent le Pacifique. Maintenant, c'est une vision simple. Je sais que beaucoup de gens s'y opposeraient fermement, en particulier ceux en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Mais il me semble que si vous voulez avoir une compréhension vraiment réaliste et intelligente des véritables intérêts du peuple de Taïwan, je pense que je viens de les exposer. En parlant d'être un pays souverain et indépendant, même les États-Unis n'agissent pas toujours dans leur propre intérêt. Par exemple, considérez la dernière panne de Microsoft CrowdStrike. J'ai atterri juste avant que cela ne se produise jeudi, et juste après, la panne est survenue. Quand j'ai essayé de récupérer mon ordinateur portable à cause de la panne, il était très difficile de joindre quelqu'un au téléphone pendant quelques heures vendredi. Personne ne répondait, et j'ai immédiatement reçu un message disant qu'il ne pouvait pas prendre d'appel téléphonique. Il m'a fallu une éternité pour trouver quelqu'un. Vendredi, c'était la panique totale pour moi. Bien sûr, la panne n'a pas aidé. Fait intéressant, des pays comme la Chine et la Russie n'ont pas été affectés. Je pense qu'une ou deux banques à Hong Kong ont été touchées, mais pas le continent. En parlant de réduction des risques, une chose que le gouvernement chinois fait est de progressivement éliminer tous les systèmes occidentaux pour ce genre de raisons. Mais ma question est, même pour les États-Unis, ne devraient-ils pas être alertés par quelque chose comme ça? C'est une entreprise Microsoft, n'est-ce pas? Bien sûr, elle utilise CrowdStrike, mais cette seule entreprise peut causer tant de problèmes, tant de dangers, même si ce n'est pas intentionnel. Je pense que les États-Unis doivent aussi se protéger contre ce genre de choses. Mais au lieu de cela, les États-Unis disent toujours « Oh, le risque de sécurité vient de la Chine, de la Russie ». Ils ne considèrent pas ces types de risques qui peuvent être vraiment dévastateurs. Donc, en parlant d'indépendance, je pense que le gouvernement américain n'agit pas toujours indépendamment des grandes entreprises non plus. Non, ce n'est pas le cas. Parce que, encore une fois, comme nous l'avons discuté au début du programme, les États-Unis sont aujourd'hui une oligarchie financière. Ils sont dirigés par un petit groupe de personnes, y compris ceux qui dirigent CrowdStrike. CrowdStrike, bien sûr, a joué un rôle très important, si je me souviens bien, dans les allégations de Russiagate contre Donald Trump. Donc, nous y sommes. Ils sont maintenant de retour et responsables de cette énorme crise. Mais ne vous attendez pas à ce qu'il leur arrive quoi que ce soit. Tout comme Boeing n'est pas capable de se ressaisir, CrowdStrike n'y parvient pas non plus, parce qu'il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de véritable système de responsabilité économique aux États-Unis, parce que les oligarchies ne permettent pas vraiment des systèmes appropriés de responsabilité ou de concurrence. Le résultat est que ces problèmes se multiplient et s'aggravent. Si vous avez une oligarchie qui est intéressée par ses propres intérêts, les gens souffrent évidemment. Cela crée un gros problème. En ce moment, tout est en baisse. Cela affecte les banques et les services d'urgence 911. La vie de certaines personnes est en danger, n'est-ce pas? Et il semble que le gouvernement ne faisait rien. Ils ont juste laissé Microsoft et CrowdStrike régler les choses. Je n'ai pas vu le rôle du gouvernement dans cette crise. Le gouvernement n'a joué aucun rôle. Le gouvernement, à l'heure actuelle aux États-Unis, n'existe d'aucune manière significative. Dans la mesure où il y a un système politique au centre, il est plus préoccupé par la réalisation d'un coup d'État contre le président actuel que par la gestion efficace des affaires des États-Unis. Et nous venons de le voir.
Oui, et je pense que Donald Trump a dit que le danger vient de l'intérieur. Donc je pense que Donald Trump a une meilleure compréhension de la situation et du problème, n'est-ce pas? Mieux que Joe Biden et Hillary Clinton. Mais il ne peut pas vraiment faire grand-chose à ce sujet, et c'est là que réside le problème. Eh bien, il est conscient que quelque chose ne va pas. Ce qu'il n'a pas, c'est le cadre intellectuel pour comprendre pourquoi c'est mal, ou un véritable plan pour y remédier. Donald Trump est l'une de ces personnes qui pensent qu'il y a beaucoup de mauvais acteurs, comme Joe le corrompu et Joe l'endormi, Hillary la corrompue, et ainsi de suite. Il croit que si vous pouviez simplement vous débarrasser d'eux et mettre les bonnes personnes en place, imposer des tarifs et faire ce genre de choses, tout irait bien. Bien sûr, cela ne fonctionne pas comme ça, surtout dans un système politique aussi compliqué et corrompu que celui des États-Unis de nos jours. Avant de partir, avez-vous prêté attention aux Simpsons? Les Simpsons semblent toujours prédire des choses, n'est-ce pas? Ils ont même prédit la montée de Donald Trump, sa campagne, et ainsi de suite. Quand il est descendu de cet ascenseur, cela correspondait presque à la représentation des Simpsons. Dans un épisode, les Simpsons parlaient d'une femme présidente aux États-Unis. L'une des soi-disant femmes présidentes portait un costume violet et un collier de perles, presque exactement comme celui que Kamala Harris portait sur une photo. Donc nous verrons si les Simpsons ont raison cette fois-ci. Espérons que non. Mais Nikki Haley a en fait dit à un moment donné que cela se résumerait à elle et Kamala Harris. Donc nous pourrions avoir une femme présidente. What a grim thought, Nikki versus Kamala. Quelle pensée sombre, Nikki contre Kamala. Quoi qu'il en soit, jusqu'à présent, nous ne nous sommes pas retrouvés face à cela. Mais sérieusement, il n'est pas si surprenant que les Simpsons soient considérés comme une entité prédictive aux États-Unis. Tant de choses aux États-Unis suivent la fiction plutôt que l'inverse, ce qui est ce que l'on trouve dans la plupart des endroits. Tant de choses aux États-Unis sont maintenant construites. Ce n'est pas réel. Ce n'est que de l'imagerie et du marketing. Ce n'est pas surprenant. Il y a un sens de l'art suivant le fait. Mais maintenant, c'est l'inverse. La fiction suit le fait, et le fait est façonné autour de la fiction. Les Simpsons sont très américains. Je pense que l'autre chose est que ces écrivains ont une compréhension profonde de la société américaine. Correct. Je veux dire, ce que je dirais à propos des Simpsons, c'est qu'il y a un élément de satire très fort. L'une des choses que l'Amérique a encore pour elle, c'est que de nombreux Américains peuvent voir à travers l'absurdité de la situation dans laquelle ils se trouvent. Même si les Simpsons ne fournissent jamais vraiment de réponses, et ces réponses ne sont pas là pour être trouvées. Je veux dire, à moins d'une révolution, il faudrait une sorte de révolution pour changer le système. Cette révolution n'a pas besoin d'être violente, d'ailleurs. Il est très difficile de voir comment ce système particulier peut changer. Il est très difficile de voir comment il peut être changé de l'intérieur, certainement. Encore une chose. Je viens de me rappeler RFK Jr. Quel rôle pensez-vous qu'il va jouer à l'avenir? Il ne semble pas se passer grand-chose dans sa campagne. Va-t-il faire partie il y a eu une conversation divulguée qu'il a eue avec Trump? Va-t-il faire partie de l'administration Trump? Is he going to be part of the Trump administration? I don't think so. In the end, I don't think. Je ne pense pas, au final. Je ne pense pas que ni lui, ni Donald Trump voudront de lui dans l'administration. Le problème avec RFK, sa tragédie si vous voulez, c'est qu'il n'est pas un candidat sans faille. Il a certaines idées à lui, que je trouve parfois très excentriques. Mais il était une figure authentique au sein du Parti démocrate.
avec ses propres idées, croyances, motivations et bases de soutien. Cependant, le Parti démocrate, avec son contrôle total sur tout, n'avait pas de place ou d'espace pour lui. Je pense que c'est vrai pour le système politique dans son ensemble. RFK n'a pas pu prendre le contrôle du Parti démocrate de la manière dont Donald Trump a pu prendre le contrôle du Parti républicain. Il a été isolé et marginalisé, et j'ai bien peur que cela ne continue probablement. Je ne le vois pas vraiment jouer un grand rôle politiquement aux États-Unis dans un avenir proche. Cela pourrait changer, mais pour le moment, je pense qu'il a été mis de côté. En arrière-plan, il y a aussi quelque chose à propos des électeurs du Parti démocrate par rapport aux électeurs du Parti républicain. Une partie de la raison pour laquelle je pense que Trump a été plus réussi à prendre le contrôle du Parti républicain est que ses électeurs lui ont été très loyaux, comme les gens de MAGA. Mais avec les démocrates, même s'ils aiment Bernie Sanders, mais ils ne le suivent pas ou ne le soutiennent pas de la même manière que les gens de MAGA soutiennent Trump. Pourquoi cela? Eh bien, je pense que c'est une question de leadership, parce que Bernie Sanders et RFK n'ont pas pleinement compris leur propre base. RFK a soutenu Israël d'une manière que beaucoup de jeunes attirés par lui n'accepteraient pas. Bernie Sanders, à la fin, a suivi l'establishment du Parti démocrate, ce qui a compromis son image de rebelle politique. En revanche, Donald Trump, quoi que l'on puisse penser de lui, a toujours réussi à rester étroitement aligné avec sa base. Ses partisans le voient comme l'un des leurs. Cette connexion explique la loyauté intense qu'ils ressentent envers lui. C'est sa grande compétence en tant que leader politique. Il peut manquer de compétences administratives, managériales ou politiques, mais il comprend sa propre base. Et il ne cède pas aux grands noms comme les Bush ou les Cheney. Il n'est pas immédiatement intimidé par eux. Exactement. Alors que RFK Jr. a un nom important, il ne semble pas en tirer parti. Il n'est pas doué pour utiliser les outils à sa disposition. C'est exactement ça. Je veux dire, Trump ne ressent pas le besoin de toujours lécher les bottes des grands leaders du Parti républicain comme McConnell ou les Bush, alors que RFK l'a fait par le passé. Et comme vous le dites, il a une certaine réticence à mettre en avant le fait qu'il est un Kennedy. Il n'a pas l'assurance, la confiance ou la vanité, certains appellent cela du narcissisme, que Trump a. Mais cela donne à Trump une qualité de confiance en soi que ses autres leaders n'ont pas. Avec Bernie Sanders, c'est encore pire parce qu'il montre des signes de vouloir s'opposer à l'établissement du Parti démocrate, mais finit toujours par leur être loyal. Cela a finalement réduit sa base de soutien. Oui, c'est très regrettable parce que je pense vraiment que, comme Bernie Sanders, il a beaucoup de soutien au sein du parti. S'il insiste simplement sur ce en quoi il croit, il aurait le même type de soutien que les démocrates envers Trump. Je pense qu'il l'aurait. Absolument. L'autre chose est que Bernie Sanders est terrifié que s'il tient vraiment bon, il sera blâmé si Donald Trump gagne. C'est une façon absurde de faire de la politique. Mais c'est comme ça. Trump est susceptible de gagner de toute façon. Si ça avait été Bernie contre Trump, la dynamique aurait pu être complètement différente. Oui, je pense que beaucoup de gens choisiraient Bernie plutôt que Trump. Vous attendez-vous à des tensions lors de la prochaine convention du Parti démocrate ou est-ce que ce sera Kamala Harris? Je pense que ce sera Kamala Harris. Il pourrait y avoir un peu de drame en marge,
surtout sur la question d'Israël. Mais je pense que le DNC va travailler d'arrache-pied pour contrôler la situation. Et bien sûr, nous verrons un soutien enthousiaste pour Kamala Harris de la part de tout le monde. Cela ressemblera à un congrès soviétique des années 50 et 60, où tout le monde se rallie et soutient avec enthousiasme le nouveau leader nommé, même s'ils ne la prennent pas au sérieux et pourraient se moquer d'elle en coulisses. Ce sera très peu convaincant, et je ne pense pas que cela va fonctionner. Mais c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Le choix de son colistier pourrait l'aider dans une certaine mesure. Exactement. Mais encore une fois, il est probable que nous allons voir le même degré de contrôle sur le choix du colistier que nous avons vu avec Kamala Harris. Donc oui, on peut déjà voir qu'ils y travaillent. Ils disent qu'il doit être blanc, qu'il doit être un homme, qu'il doit avoir des origines ouvrières, mais il doit aussi être complètement loyal au Parti démocrate. Ils vont donc chercher quelqu'un comme ça. Le résultat est que nous allons avoir un autre politicien de la machine qui rejoint le ticket. Cela pourrait gagner du soutien dans certains endroits, mais je pense que cela va aussi rebuter beaucoup de gens. Oui, et comme tu l'as dit, quand je regardais les candidats potentiels pour le poste de colistier, je pense que c'est plus ou moins ce que tu dis. Ils remplissent les critères d'être un homme blanc et probablement d'un État pivot. Ce sont les critères. Et comme tu l'as dit, ils sont dans le courant dominant du Parti démocrate et peuvent être contrôlés. D'accord, c'est tout ce que j'ai. Parlons vendredi. Et ensuite, parlons un peu plus de ce qui se passe en Chine. Avec tout ce chaos qui se passe aux États-Unis, allons-y. Excellent. À plus tard, Sophia. Merci beaucoup. Passez une excellente semaine. Au revoir.